Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la santé de vos yeux. En effet, les écrans sont-ils vraiment nocifs pour notre vue et à quel point? Pourquoi on estime à 60% le nombre d'enfants myopes d'ici 2050? Faut-il toujours attendre 3 mois en 2024 pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo? Et enfin, quelles sont les innovations révolutionnaires que nous promettent les lentilles de contact? C'est au programme aujourd'hui de la santé en mouvement. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui s'est donné pour mission il y a maintenant plus de 10 ans de réduire considérablement le temps d'attente pour une consultation ophtalmologique et qui a réussi son pari puisqu'aujourd'hui il est possible de bénéficier d'un rendez-vous dans un délai d'1 semaine. Il va nous en parler, notamment dans l'un des centres de l'enseigne qu'il a fondé en 2012. François Pelaine, bonjour. Vous êtes aujourd'hui administrateur et trésorier de l'Institut de la Vision, qui est un institut de recherche qui est adossé au célèbre hôpital du 15-20. Alors François, pour commencer, parce que tous les Français se posent cette question, pourquoi l'accès aux soins ophtalmologiques doit toujours être un combat aujourd'hui, même si ça va un petit peu mieux quand même? Alors d'abord bonjour et merci de m'avoir invité. Oui, c'est un combat mais plus le même. Il y a 12 ans, quand on a commencé l'aventure, les délais s'étaient allongés partout. On verra sûrement pourquoi. Maintenant dans les grandes villes ça va beaucoup mieux, mais il reste les déserts médicaux où les médecins n'ont pas très envie de s'installer et pour les déserts médicaux, il faut encore trouver des solutions et ça peut passer notamment par la téléconsultation. Alors vous avez créé un modèle qui était nouveau et voire révolutionnaire en 2012 qui s'appelle toujours Groupe Point Vision. Pourquoi c'était révolutionnaire à l'époque? À l'époque, vraiment les délais étaient très longs. Ça pouvait, c'était en moyenne 3-4 mois, mais ça pouvait aller jusqu'à plus d'1 an dans certaines villes. Et la solution qui consistait à former plus de médecins n'était pas une solution très rapide parce qu'il faut 12 ans quand même pour former un ophtalmo. Et il y avait un problème immédiat. Et j'ai eu l'idée qui commençait à germer de faire le travail de l'ophtalmo dans sa partie technique par un paramédical, en l'occurrence un orthoptiste. Et puis dégager l'ophtalmo aussi de tout travail administratif parce que on ne se forme pas en 12 ans pour faire du paiement carte bleue. Et en faisant ça, on gagne beaucoup de temps puisque le médecin retrouve du temps médical et peut voir plus de patients sans dégrader la qualité des soins. Alors aujourd'hui, il y a, on peut dire, une nouvelle révolution depuis quelques années avec la téléconsultation. Est-ce que c'est un modèle qui est adapté à la problématique de l'ophtalmologie? Alors, on remplacera jamais la consultation où le médecin est en face de vous. Voilà. Mais dans un certain nombre de villes où il y a difficulté à trouver des médecins, il y a une solution maintenant que j'ai testée et qui marche. J'ai testé avec la CNAM d'ailleurs. Et ça consiste à avoir un paramédical, en l'occurrence l'orthoptiste, dans la petite ville où il n'y a pas d'ophtalmo disponible. Et il fait tous les tests. Il les transmet au médecin ophtalmo qui est, lui, à distance, dans une plus grande ville. Et ce médecin ophtalmo, une fois qu'il a vu le dossier du patient, rentre en téléconsultation avec lui pour faire son diagnostic et éventuellement lui proposer des solutions. Et puis, s'il y a besoin d'avoir une consultation traditionnelle présentielle, à ce moment-là, le médecin vient 1 fois par semaine dans le centre en question pour voir les patients à problème. Alors François, on parle des adultes, mais on parle aussi des enfants parce qu'il y a, on peut l'appeler ainsi, une forme de pandémie due à la myopie. Comment vous expliquez ce phénomène? Oui. Alors ça c'est notre mode de vie. Pour que l'œil se développe normalement, il faudrait que nos enfants soient le plus longtemps possible dehors, comme c'était le cas avant. Ils jouaient au ballon dans la cour. Maintenant, ils sont tous sur des tablettes et dans leur chambre. Et le fait de vivre en intérieur et de regarder
près au lieu de regarder loin comme on le fait quand on est dehors, fait que l'œil ne se développe plus de la même façon et il est plus long. Et l'image se forme pas au bon endroit et vous avez des myopies chez maintenant, en effet, de plus en plus d'enfants. On parle en effet d'épidémie de myopie. Ça a commencé en Asie, peut-être parce que les tablettes y étaient plus disponibles à l'époque, mais maintenant c'est parfaitement connu chez nous et c'est pour ça qu'il y a cette épidémie de myopie, même s'il y a des solutions. Alors vous parlez de solutions, mais justement par rapport à d'autres pathologies qui sont liées à l'œil, est-ce qu'il y a des actions de prévention très concrètes aujourd'hui que l'on pourrait partager de manière très simple avec nos auditeurs pour éviter de basculer dans ces problématiques de vue, de lunettes, etc. Alors, il y a de la prévention et puis il peut y avoir aussi du traitement. La prévention, ça consiste déjà à faire en sorte que nos enfants, dès l'âge de 2 ans, soient pas accros à leur tablette. Donc, vous savez tout ce qu'on dit actuellement sur le fait d'interdire l'accès aux tablettes aux enfants jusqu'à un certain âge. C'est la première solution. La deuxième, c'est un bon coup de pied au derrière. Tu sors de ta chambre et tu vas dehors. Voilà, ça pour que les yeux puissent regarder de loin, de près et continuer à être après, entraînés. Il n'y a pas de miracle. On sait qu'ils vont quand même réussir à avoir des tablettes et à continuer à vivre comme ils l'entendent. Alors après, il y a des solutions avec des verres maintenant qui sont très révolutionnaires. Des verres qui permettent de corriger la myopie. Ainsi, le développement de l'enfant peut se faire dans de meilleures conditions. François, j'ai envie de vous demander, il y a des véritables politiques de santé publique en France sur le cancer, la grippe, d'ailleurs la campagne a commencé. Est-ce que sur l'ophtalmologie, il y a des campagnes de prévention significatives où on devrait intensifier les efforts ? Alors il y en a eu sur un certain nombre de pathologies ophtalmo. Moi ce que je dirais, et c'est une notion qui est difficile à comprendre, c'est que souvent on dit c'est pas la peine c'est pas la peine d'avoir un ophtalmo pour faire une paire de lunettes. Alors c'est vrai que la prescription de lunettes ne nécessite pas un médecin sur le plan technique. Mais par contre, c'est l'occasion de faire les dépistages. Et à l'occasion d'une visite chez l'ophtalmo pour faire des lunettes, on peut faire tous les dépistages qui nous éviteront éventuellement d'avoir des pathologies qui évoluent à bas bruit comme le glaucome. Merci beaucoup François. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui administrateur et trésorier de l'Institut de la Vision. Et parce que ça bouge également dans le domaine des lentilles de contact, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Tellier. Vincent, bonjour. Vous êtes représentant du groupe sectoriel ophtalmologique au sein du SNITEM et vous êtes également général manager chez Alcon. Alors avec vous, on va parler d'une pathologie visuelle parce qu'il y en a beaucoup, mais on va se concentrer sur ce qu'on appelle la presbytie. J'aimerais qu'on rappelle ce que c'est et qu'on explique à nos auditeurs comment on peut éventuellement y remédier, faire de la prévention ou se soigner. Bonjour Vanessa, merci pour cette invitation. Alors effectivement, si vous avez dépassé 40 ans, que vous avez de plus en plus de difficultés à voir de près... C'est le cas sur ce plateau, je tiens à le préciser. Voilà. Pourquoi pas, voilà. Eh bien, tout simplement, vous êtes probablement potentiellement atteint de la presbytie. Alors, c'est pas grave, pas de panique. La presbytie, c'est tout naturellement le vieillissement de l'œil. Et il existe plusieurs solutions, effectivement, pour compenser cette presbytie, et pas que les lentilles de contact. Et ça peut vous permettre aussi de vous rendre de plus en plus indépendant aux lunettes et ne voir même plus en porter du tout. Alors là, on parle de lentilles de contact, effectivement, mais il y a également la chirurgie au laser. Alors le terme peut faire peur, mais il y a des avancées spectaculaires qui ont été faites pour accompagner ou endiguer même cette presbytie. Alors cette chirurgie au laser, elle répond, tout comme les lentilles de contact multifocales à la presbytie. C'est une chirurgie qui se démocratise de plus en plus. Elle est effectivement de plus en plus pratiquée depuis les années 90 et grâce notamment à l'utilisation et à l'arrivée des lasers toujours plus innovants. Elle se pratique en ambulatoire, elle dure quelques minutes. La technologie des lasers permet de remodeler votre cornée à quelques microns près et que vous soyez d'ailleurs myope, hypermétrope,
presbyte ou astigmate. Ce sont généralement les ophtalmologistes donc, qui sont des chirurgiens spécialisés dans la chirurgie réfractive qui la pratiquent. Et c'est une chirurgie donc non remboursée par l'assurance maladie et dont une partie du coût peut être prise en charge par vos mutuelles. Il faut juste se renseigner de la degré de couverture, notamment de votre contrat. Alors Vincent, on a parlé des lentilles, de la chirurgie laser, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a également ce qu'on appelle les implants oculaires qui peuvent changer la vue quelque part et la vie de beaucoup d'entre nous qui portons des lunettes, c'est ça ? Tout à fait. Donc, vous savez, la vision joue un rôle essentiel. 60 à 90% de la perception de notre environnement est liée à la vue. Et il existe aujourd'hui donc de nouvelles générations d'implants qui, effectivement, peuvent changer votre vue et donc changer votre vie. Les implants intraoculaires, donc c'est ceux-là dont on parle, c'est tout simplement un cristallin artificiel tout neuf. Car vous le savez, lorsqu'on vieillit, en fait, le cristallin devient moins performant. La chirurgie du cristallin permet donc de remplacer celui-ci par un implant. Et donc, elle est plus connue sous le nom de la chirurgie de la cataracte. Il existe plusieurs implants premium qui peuvent être à eux seuls capables de corriger votre myopie ou votre hypermétropie, à la fois votre presbytie et votre astigmatisme. Donc en résumé, ils corrigent votre vision de près, de loin et en intermédiaire. Beaucoup d'informations que vous avez partagées. Si on veut retrouver tous ces éléments pour aller un petit peu plus loin et se renseigner, un conseil ? Un conseil, vous pouvez consulter le livret ophtalmologie du SNITEM qui est disponible sur le site internet. snitem.fr, je suppose. Très bien, merci beaucoup Vincent. Je rappelle que vous êtes représentant du groupe sectoriel ophtalmologie au sein du SNITEM et général manager chez Alcon. Et parce que votre pharmacien est aussi le garant de votre vue, je vous propose de retrouver la Minute Pharmazone avant de marquer une courte page de publicité. On retrouve Audrey Lecoq de chez Pharmazone dans quelques secondes. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente la Minute Santé. Audrey, bonjour, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors Audrey, de votre côté, représentant les pharmaciens, quel type de produits liés à la santé visuelle on peut trouver sur Pharmazone ? Bonjour Vanessa, eh bien le produit phare que l'on retrouve sur Pharmazone, ce sont les gouttes oculaires, puisqu'avec les écrans, les yeux se dessèchent. Et donc on voit de plus en plus de personnes utiliser des gouttes oculaires pour réhydrater l'œil. Alors, il n'y a pas que les gouttes oculaires qui sont nécessaires effectivement pour entretenir nos yeux, il y a aussi les compléments alimentaires, ça c'est très important. Exactement, notre nourriture a changé et on recommande fortement d'alimenter un peu plus avec des compléments alimentaires riches en oméga 3. Voilà, donc c'est du poisson en fait, c'est de l'huile de poisson qui va venir nourrir votre œil et qui va apporter notamment la lutéine, absolument nécessaire pour lutter contre la DMLA. Il y a d'autres produits qui sont populaires qu'on devrait connaître justement et avoir toujours dans son armoire à pharmacie, Audrey ? Je les ai mis pour l'occasion, mais oui, bien sûr, les lunettes. Vous avez aujourd'hui des UV anti-lumière bleue pour justement lutter un peu contre nos écrans sur lesquels on est tous aujourd'hui. Merci beaucoup Audrey, à très bientôt. Merci. La Minute Santé. Avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Vision, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui travaille pour qu'un jour les personnes ayant perdu la vue puissent revoir. Avec nous en plateau, Isabelle Odo. Bonjour Isabelle. Vous êtes professeure en ophtalmologie à Sorbonne Université. Vous êtes également directrice adjointe de l'Institut de la Vision. Et enfin, vous dirigez le centre de maladies rares du 15-20. Je n'ai rien oublié Isabelle ? Très bien, merci. Bon, Isabelle, est-ce qu'on peut dire qu'un jour, de manière sérieuse, il sera possible pour des personnes non-voyantes de recouvrir la vue avec les travaux que vous réalisez actuellement ? Alors les travaux qui sont à l'Institut de la Vision ou dans d'autres équipes de recherche sont très actifs. Pour l'instant, on n'en est pas là. Notamment, on n'est pas au moment où on va greffer des rétines. La rétine qui est au fond de l'œil, ainsi que le nerf optique, tout ça, c'est des cellules nerveuses. Donc, on ne sait pas pour l'instant greffer des cellules nerveuses. Mais il y a des projets très très intéressants peut-être de suppléance pour compenser sur des pathologies qui seraient neurodégénératives, comme les maladies rares de la rétine par exemple. Alors il y a une recherche que vous conduisez qui est la sonogénétique. Expliquez-nous de manière très simple en quoi ça consiste, parce que c'est un espoir prometteur. Oui, donc ça c'est un projet qui est porté par notre directeur Serge Picot. La sonogénétique, ça combine la génétique et les ultrasons. On s'est rendu compte que si on utilise une thérapie génique qu'on va mettre au niveau du cortex visuel, le cortex visuel il est derrière
la tête, qui va permettre d'exprimer une petite molécule sensible aux ultrasons. On peut ensuite utiliser les ultrasons à travers la boîte crânienne pour coder l'information visuelle. En quelque sorte, une caméra va scanner l'environnement et par un codage très fin, en utilisant des ultrasons, on peut aider le cerveau visuel à voir non plus avec des signaux visuels, mais des signaux ultrasons pour retrouver de la vision. Alors, de manière plus proche de nous, on va dire, quels sont les grands espoirs thérapeutiques sur lesquels vous travaillez au quotidien et qui concernent vraiment nos auditeurs aujourd'hui pour avoir des solutions? Ma spécialité, c'est plutôt les maladies rares. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en développement dans le cadre de la thérapie génique. En ce moment, on est en train de conduire un essai thérapeutique dans lequel on a beaucoup d'espoir, qui est porté par notre fondateur, le professeur Sahel en particulier depuis des années. D'ailleurs. Voilà, dont l'objectif, indépendamment de la cause de la dégénérescence, est de maintenir la vision du jour qui est portée par les cônes. Nos cônes, c'est la vision précise des couleurs, etc. Et donc, actuellement, est testé chez un groupe de patients atteints d'une maladie rare qu'on appelle la rétinite pigmentaire, ce facteur de survie des cônes, en espérant qu'on va pouvoir un jour enrayer cette dégénérescence inéluctable. L'intelligence artificielle, je suppose que vous en servez beaucoup, voire de plus en plus. Dans quelle mesure elle permet d'accompagner justement les gens qui auraient une déficience visuelle? Alors l'intelligence artificielle commence à avoir à mettre son pied dans l'étrier de la réhabilitation visuelle, en particulier par l'utilisation de la réalité virtuelle, par tout ce qui est du numérique. On a des outils maintenant qui sont assez performants pour pouvoir compenser. C'est pas de la vision, mais c'est de la compensation visuelle. Concrètement, si on voit très très flou, vous allez recréer des zones plus précises. Il y a eu des projets qui pour l'instant sont peut-être un petit peu en stand-by, mais c'est ce qu'on appelle les lunettes à réalité augmentée. L'idée, c'est que pour un patient qui a un champ visuel rétréci, qui peut survenir soit dans les glaucomes très avancés, soit dans la rétine pigmentaire, on va projeter dans le petit îlot central que le patient a comme préservé tout l'environnement, ou à l'inverse, une DMLA où on a une tâche centrale, on va projeter dans le champ visuel périphérique qui est préservé les images et utiliser la vision résiduelle par ces... Ça, c'est au titre prospectif ou d'ores et déjà c'est disponible? C'est encore prospectif, oui. En fait. Il y a eu des grands projets qui ont été montés et c'est encore à l'état de prototype à développer, oui. Il y a d'autres innovations qui mériteraient d'être reconnues à ce jour pour donner des espoirs aux gens qui nous écoutent? Moi, je trouve qu'en 2024, on a énormément de chance parce qu'il y a toutes les innovations du numérique. On a des applications très, très pratiques sur votre smartphone qui peuvent être téléchargées gratuitement. Et c'est vrai que quand on annonce des mauvaises nouvelles à des patients, on sait qu'ils vont perdre la vue. On sait aussi que tous ces outils vont être très très utiles. Il y a de moins en moins de patients qui vont apprendre le braille. Parce que va y avoir des compensations, des mécanismes, des outils qui peuvent, avec de la synthèse vocale, être très très utiles. Ouais. Donc c'est vrai que effectivement les grands fournisseurs de nos téléphones mobiles, que ce soit Apple ou Windows, ont fait des applications qui permettent de répondre très très précisément aux besoins au quotidien. Est-ce que ce sont entre guillemets des choses qui à terme seront remboursées ou remboursables de votre point de vue? Alors pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a quand même des subventions qui peuvent être demandées, surtout pour des patients qui sont reconnus par la MDPH, pour pouvoir avoir accès à ces outils numériques qui peuvent être assez coûteux. Mais comme je le disais, un Apple a des applications complètement gratuites et qui vont pouvoir scanner un texte, faire de la synthèse vocale et être très utiles au quotidien. Quand on a une basse vision, Isabelle, on est un peu perdu, on est un peu seul, et Vincent le disait, la vue permet justement d'appréhender le monde par rapport à d'autres sens. Est-ce qu'il y a des centres qui peuvent accompagner les patients pour les aider dans leur quotidien à avoir une réhabilitation professionnelle? Oui, tout à fait. Donc il n'y en a pas assez. On a vraiment, ça va dépendre de la pathologie. Il y a vraiment le partenariat entre l'ophtalmologiste, l'opticien basse vision et l'orthoptiste.
Et il y a des grands centres. On a de la chance depuis quelque temps au 15-20 d'avoir ce qu'on appelle l'Institut de réhabilitation visuelle Saint-Louis, mais pas que. À Paris, on a la chance d'avoir 3 centres qui vont travailler sur tous les aspects du quotidien, que ce soit la locomotion, l'environnement, les tâches du quotidien pour la cuisine, le bricolage, etc. Le problème, c'est l'information du patient qui n'a pas toujours la bonne information pour avoir accès à ces centres. Et peut-être une couverture, on parlait des déserts médicaux, une couverture nationale qui est peut-être pas encore satisfaisante à ce niveau-là. Alors justement, cette information concrètement, pour y avoir accès, est-ce que vous auriez soit un site web ou alors un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? Donc il y a plusieurs sources. Il y a une association qui s'appelle l'ARIBA, qui est vraiment spécialisée dans la basse vision. Et puis il y a les professionnels de santé. Votre ophtalmologiste, normalement, est censé vous donner ce genre d'informations. Qui sont vraiment critiques, ou les professionnels, les assistantes sociales aussi, qui sont des personnes clés dans l'accompagnement du parcours du patient malvoyant, peuvent relayer cette information. Donc ne pas hésiter à poser des questions très concrètes sur sa situation aux professionnels de santé. Isabelle, pour lutter contre une idée reçue, est-ce que la lumière bleue de nos ordinateurs et les écrans sont nocifs? François en a parlé, mais par rapport aux enfants, mais d'une manière plus générale. Voilà, on a parlé de ne pas faire trop d'écran, surtout quand on est petit. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'évidence majeure que la lumière bleue est toxique. La lumière bleue, c'est très important pour notre rythme veille-sommeil. Du coup, il ne faut pas abuser de la lumière bleue dans le sens où, surtout avant de se coucher, pour des personnes très sensibles, on peut avoir des insomnies parce qu'on a utilisé trop d'écrans. Mais les écrans sont quand même très, très contrôlés au niveau de la sécurité et de l'utilisation. Donc les industriels ont quand même réfléchi aux conséquences de nos écrans. Merci beaucoup Isabelle. Le mot de la fin, François. Si vous aviez un contact ou une recommandation pour nos auditeurs justement pour prendre soin de sa santé visuelle, allez, dès maintenant, dès que l'émission est terminée. On a parlé du professeur Sahel. Bon, il n'est pas d'une disponibilité folle parce qu'il est très occupé. Mais c'est vraiment l'homme qui veille sur l'évolution de l'ophtalmologie en France. Je voudrais lui rendre cet hommage. Merci beaucoup François, Isabelle, Stéphanie, Audrey et François à nouveau. Je vous remercie grandement d'avoir partagé ces informations. Je rappelle que vous pouvez retrouver de nombreuses informations concernant les avancées spectaculaires présentées dans cette émission sur le site du SNITEM, SNITEM, très important de le rappeler. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.